RCN. Le son de la différence. Je passe par derrière. Où es-tu? Là-haut. Bonjour. C'est la première fois en 20 ans que j'ai les toilettes pour moi tout seul. Et au premier coup d'œil, je vois ça. Boum, t'es mort. Pour le sergent de police Murtoff, me dis pas qu'on m'a piégé. Travailler avec Riggs, c'est comme être assis sur une bombe. Elle est là. Bon, je t'ai menti. Y a pas de risque si tu te lèves pas. Ah, bah voilà un soulagement. Je vais chercher de l'aide, mon vieux. Hé, fais pas ça. Pourquoi? Essaie de pas le crier sur les toits. Ouais, bien sûr. T'inquiète pas. Bon, éteignez. Bonne chance. Ouais. Je vais crever sur les chiottes. Les gars comme toi crèvent pas sur des chiottes. Maintenant, allons-y. Préparez-vous à quelque chose de fatal. 1, 2, 3. L'arme fatale 2. Cette fois, faut pas les emmerder. Oh, non, relève-toi, mon vieux, j'ai pas envie qu'on nous voit comme ça. Ouais. Bonsoir et bienvenue sur RCN, sur grand écran, l'émission cinéma. Et oui, comme vous avez pu l'entendre avec cette bande-annonce de L'Arme Fatale 2, ce qui va donc lancer notre sujet sur aujourd'hui, donc sur Shane Black, ce scénariste méga star qui à un moment donné donc a arrêté proprement, a pris sa petite retraite anticipée et au bout de 40 ans s'est dit tiens, je vais me relancer cette fois-ci, non pas seulement au scénario mais à la réalisation. Et donc il s'est relancé donc avec Kiss Kiss Bang Bang et on va dire il s'est plutôt bien relancé, même si bon, il a fait The Predator récemment. Il a quand même revenu sur les chapeaux de roue. Et non, mais le mec avec son deuxième film, il fait Iron Man qui rapporte 1,3 milliard. Donc ouais, ça va. On en reparlera notamment de Iron Man 3, mais c'est vrai que bon, un homme qui a su rebondir. Exactement. Bonjour Antoine, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. On va parler d'un des plus grands intellectuels d'Hollywood qui écrivait des films dignes de Bergman. C'est pour ça qu'il s'est imposé d'ailleurs. Non, on va parler de Shane Black qui a révolutionné les films d'action à Hollywood dans les années 80. Exactement. Alors pas que je dirais même film d'action proprement parlé, c'était pas que du film d'action qu'il voulait déjà à la base faire, mais c'est vrai qu'en fait, embourgué dans les années 80 et dans ses premières émulations hollywoodiennes, forcément, il va se retrouver un petit peu bloqué là-dedans, on va dire ça comme ça, et on va voir en fait que sa carrière a vraiment eu une évolution, même si on a l'impression qu'en fait il a, je dirais vraiment, pour les plus médisants envers Shane Black, il a toujours fait le même film, absolument pas. On va voir qu'il a quand même fait quelque chose de très différent à chaque fois et qu'il a vraiment eu un parcours très atypique et très intéressant. C'est vrai que d'ailleurs Shane Black, comme tout bon, on va dire scénariste, réalisateur, voire même producteur, il a fait donc des études notamment spécialisées dans le cinéma. Alors lui, c'était carrément à l'université de Californie en 83, et c'est vrai que la petite anecdote que je vais raconter pour tous les cinéphiles qui connaissent Shane Black, donc la connaissent par cœur, c'est-à-dire que oui, l'année suivante, il vend déjà l'un de ses premiers scénarios, L'Arme Fatale, à l'âge de 23 ans. Donc, 22 ans. 23 ans. Ah, moi j'ai lu 22. Ah, 23. D'accord. Bah moi j'ai lu 23. Ah. J'ai toujours lu 23, tu vois. Ah ouais? Oui. Tes IMDb, ils m'ont menti alors. Alors peut-être que... Ah, je sais pas en fait, parce que c'est vrai qu'en fait... donc ils disent 22. Le film a mis du temps aussi à se mettre en place. Oui. D'ailleurs, il s'est lancé à Hollywood avec son pote de Fred Draker, qui lui a donc notamment réalisé Monster Squad, dont Shane Black a scénarisé ce film en premier avant L'Arme Fatale. Mais L'Arme Fatale s'est fait beaucoup plus vite et Shane Black a été directement lancé sur un énorme piédestal parce que finalement le film a cartonné, disons-le tout simplement, et a même propulsé un certain Mel Gibson au rang de superstar. Danny Glover aussi d'ailleurs, les deux. Oui, deux. C'est vrai. Puis c'est vrai que Shane Black était très investi dans ce milieu-là. Il a partagé sa colocation, donc tu disais avec Fred Draker et Ed Solomon, qui a scénarisé Men in Black, tout simplement. Donc il était déjà pas mal dans le milieu, il connaissait bien, et en fait il a vendu un scénario complètement explosif à l'âge de 22 ans, qui a quand même mis 4 ans. Enfin, il l'a vendu en 83, le film est sorti en 87, donc ils ont quand même mis 4 ans à pouvoir le vendre à des producteurs pour le faire réaliser, mais c'est une prouesse quoi. Le mec à 26 ans, il est
il est déjà un des scénaristes les plus en vue de Hollywood. Oui, surtout qu'en plus, c'est un des scénaristes en fait qui va devenir l'un des plus chers d'Hollywood. Par exemple, donc je crois qu'il avait, si on parle en termes de chiffres, il avait gagné genre 250 000 pour L'Arme Fatale. Oui. Il gagne 2 millions pour Le Dernier Samaritain et il va gagner jusqu'à 4 millions rien que pour avoir écrit Au revoir et à jamais. Donc The Last Kiss Goodnight, je sais plus. Mais s'il l'a vendu, on reviendra un petit peu plus tard dessus, mais c'est vrai que quand on parle de scénaristes et de sortie de films, les dates n'ont généralement rien à voir. Oui. Un scénariste a une idée, surtout à cette époque, il a une idée, il écrit son scénario, il est content, et après, il fait chauffer le téléphone pour prévenir tous les producteurs qu'il peut, pour dire j'ai un super truc. Et quand enfin, une fois sur 100, et c'est déjà beaucoup, un producteur l'écoute et accepte d'acheter son scénario, il faut encore qu'il soit mis dans les cartons de production. Et là, il faut encore attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et par exemple, Au revoir à jamais, qui est sorti en 96 ou 97, il a été acheté au tout début des années 90, quand il était encore qui surfait encore sur la vague des 2 premières Armes Fatales, alors qu'ils étaient sortis bien avant la sortie du film. Et en 87, la même année, en plus, il est acteur également, parce qu'on le voit dans un petit film également, qui a un petit peu rapporté, Predator de John McTiernan. Donc c'est vrai que l'année 87 pour lui est plutôt pas mal. Ce qui est assez fou, c'est de voir que les deux gars-là se sont rencontrés. McTiernan, qui aussi a bouleversé complètement les codes du film d'action des années 80-90. Surtout avec Predator. Surtout avec Predator, les deux se connaissaient très bien. Et c'est d'ailleurs pas du tout un hasard qu'en 2018, Shane Black ait lui-même refait un Predator à sa sauce. Totalement. Parce qu'on parle quand même des 2 peut-être plus grands scénaristes de films d'action de Hollywood. Et qui se connaissaient bien, avec qui il y a eu des tensions, on passera tout à l'heure dessus, mais c'est quand même, ça devait être quand même assez dingue d'être sur les plateaux ou dans les sociétés de production avec des types pareils. C'est en fait, Shane Black est quelqu'un de très atypique, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui dans la vraie vie, quand il rencontre des journalistes ou d'autres personnes, il a un peu cette gouaille qu'on peut retrouver dans ces personnages qu'il a écrits. Et par exemple, lors d'une interview française, en fait, après à une soirée absolument arrosée à la Fémis, un des journalistes avait réussi à avoir un interview avec lui le lendemain matin. Il est arrivé, il avait les tennis sur la table, il était pieds nus, face à lui, il a fait vous avez passé une bonne soirée? Écoutez, ouais, ça va, j'ai buté le chien à côté. En fait, il y avait le chien d'une des clientes de l'hôtel à côté qui était en train de dormir, et puis il va complet à chaque fois sur tout ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très atypique, et je pense qu'en fait il a ce côté aussi, on va en parler un petit peu après, mais c'est quelqu'un de très attaché et très attachant. C'est-à-dire que il a un environnement qui va tout le temps côtoyer autour de lui-même. Donc avec Fred Drecker, qui était son pote, qui a été réalisateur, avec qui donc il a collaboré notamment sur Monster Squad. Il est resté proche de Richard Donner, qu'il a continué de le solliciter notamment pour L'Arme Fatale 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur L'Arme Fatale 2, donc Shane Black a donc écrit un scénario qui était donc assez proche du 1. Donc pour vous rappeler, L'Arme Fatale 1, il y avait pas trop de comédie non plus, ça restait très très noir, parce que pour Shane Black, en fait, L'Arme Fatale, donc le film, le tout premier, avait un côté très très sombre. Pour lui, c'était quelque chose de très proche dans le style de Dirty Harry, si vous voulez, un peu en termes de comparaison. Le protagoniste, Mel Gibson, est un personnage désespéré. Au début, la scène d'introduction, il essaye de se tirer une balle. Introduction du personnage, et Mel Gibson, il essaye de se suicider. Et bonjour, bienvenue. C'est en plus quelque chose de très paradoxal dans la vraie vie de Shane Black, parce que Shane Black aussi a eu des moments très sombres dans sa vie. Il en raconte pas énormément à chaque fois, mais il explique à peu près les conséquences qu'il a connues. Et c'est vrai qu'en plus il y a un côté très proche de Riggs. Il a notamment perdu également sa femme, celle qui allait devenir sa femme. Il avait eu des tendances suicidaires, il a aussi un côté dépressif. Lui a réussi déjà à raconter, dès le début de sa carrière, déjà le principe du PTSD du Vietnam, parce que le personnage de Riggs a fait la guerre du Vietnam, il est traumatisé, c'est devenu une gâchette facile. Il a un peu ce côté complètement fou, en fait, suicidaire. Le totalement suicidaire, c'est surtout relié par rapport à la mort de sa femme. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, qui, je dirais pas très biographique non plus, faut pas déconner, mais c'est vrai que quelque chose
qu'avait envie de ressentir dans Shane Black par rapport à ce qu'il a vécu, quoi. Oui, mais Shane Black, effectivement, c'est pas un ange, mais disons que dans sa jeunesse, c'était un fou de bouquins. Oui. Il en est devenu dyslexique quasiment. Il passait son temps à lire, il disait qu'il se sentait mieux à la bibliothèque plutôt qu'à la maison. Et d'ailleurs, il l'a toujours dit. Il trouve ça effarant de voir que les jeunes scénaristes ne lisent quasiment plus. Et lui, il dit, mais ma vie sans livre, ça n'existerait pas. Et d'ailleurs, il arrête pas de le répéter, peaufiner les dialogues, parce qu'il faut lire des dialogues, faut lire des bouquins, faut lire un maximum. Je plaisantais tout à l'heure en disant que c'est ironiquement que c'était le Bergman américain, mais en fait, ce type est réellement un intello. Ah oui, il écrit des films d'action, mais je pense qu'il peut passer des heures et des heures à parler de littérature. Totalement. Pour une interview pour GQ, il avait notamment dit, donc ça va être une longue citation, mais je vais la reprendre vraiment mot par mot. Donc, il a dit j'ai grandi dans les années 70 et 80. Enfant, j'étais obsédé par la littérature. Je lisais tous les livres qui me passaient sous la main. Quand j'avais 8 ans, le libraire me surnommait The Mystery Man, car à chaque semaine, j'empruntais des nouveaux romans à suspense. À 10 ans, je lisais déjà les James Bond et toutes les intrigues à suspense qu'ils pouvaient me fournir. En ce sens, la littérature pulp a toujours été considérée comme un médium littéraire au rabais, moins glorieux, imprimé sur du papier de mauvaise qualité, avec des couvertures qui cherchaient à attirer le chaland en misant sur l'exploitation du sexe et de la violence. Et pourtant, c'est le pulp qui a révélé certains des plus grands auteurs de notre génération, des auteurs comme Jim Thompson ou Raymond Chandler. Pour moi, quand je plonge dans cette littérature, l'idée est de trouver en fait le diamant au milieu d'un tas de boue, de tomber sur du pulp pur et dur, quelque chose de sombre, noir et excitant. Et finalement, c'est ce que l'on va voir dans ces travers cinématographiques. C'est exactement ce qu'il a écrit pour L'Arme Fatale 1, c'est exactement ce qu'il a voulu écrire pour L'Arme Fatale 2, mais là, la production n'a pas été totalement d'accord avec lui. Oui. Parce que en fait, il avait écrit un premier script qu'il adorait, il a souvent dit que c'était le meilleur script qu'il ait écrit. Après, à Hollywood, dès qu'un film n'est pas produit, les scénaristes aiment beaucoup dire que c'est le meilleur script qu'ils aient jamais écrit. Mais apparemment, ça s'est moins bien passé. En fait, la production voulait faire plus de comédie. Il faut quand même le savoir, c'est que c'est très rare qu'un scénariste écrit de A à Z tout un scénario. Mais surtout à Hollywood, surtout dans les grosses productions. Après, c'était pas une énorme production, attention, L'Arme Fatale, hein. Mais c'est vrai que c'était quand même déjà derrière, il y avait déjà Joel Silver, Richard Donner est à la réalisation. Richard Donner, c'était pas trop n'importe qui non plus déjà à cette époque. C'était déjà un bonhomme. Voilà, c'était déjà un bonhomme. Après, et c'est vrai la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, comme en France, c'est généralement complètement réécrit. Simplement, aux États-Unis, on met quand même le nom de tous les scénaristes dedans, alors qu'en France, on aime bien dire non, ça nous coûtera moins cher. Si on met que le réalisateur, ça nous coûtera moins cher de dire ça. Forcément. Voilà, big up à tous les scénaristes d'ailleurs. Et c'est vrai que Richard Donner, en fait, voulait un film un peu plus éloigné que le script original. Donc en fait, grâce aussi par les producteurs qui étaient assez d'accord avec Donner, de donner une petite touche un peu plus comique. Et c'est ce qui va se passer encore plus avec le second opus, que Black en fait souhaitait notamment conclure par la mort de Riggs. Alors imaginez à Hollywood dans les années 80, donc Shane Black dit directement à une des grosses suites qui était prévue dans les années 80, dans L'Arme Fatale 2. À la fin, donc, le personnage principal de Mel Gibson meurt. Je pense que les producteurs lui ont dit non, mais t'es fou, on va pas buter la poule aux œufs d'or. Non, on va certainement pas buter la poule aux œufs d'or. On va en faire plein d'autres. Voilà, conclusion, donc forcément jugée anti-commerciale par le studio et sans doute trop sérieuse par Donner. Black, donc, décida de claquer la porte et donc un script doctor va le remplacer. Oui. Et d'ailleurs, ils ont fait un 3e puis un 4e qui est sorti en 98 sans Louis. Et il y a fort à parier que si Mel Gibson n'avait pas fait ses sorties très antisémites, etc. dans les années 2000, ils auraient même pu en sortir d'autres, je pense. Je pense, ouais. Après, la saga s'essoufflait déjà bien avec le 4, hein, il faut quand même le signaler. D'ailleurs, Black le disait lui-même, je trouve ce qu'ils ont fait avec finalement la saga L'Arme Fatale, c'est quand même assez respectable. Ils sont pas trop partis en cacahuètes non plus, quoi. Et bon, ça montre déjà toute la... Shane Black est connu pour L'Arme Fatale 1 et 2 qu'il a écrit, qu'il n'a pas réalisé. Et aujourd'hui, c'est un peu considéré comme son bébé, un petit peu comme un showrunner d'une série. Mais à l'époque, c'est vrai que c'est la première fois où un scénariste était quasiment plus connu que les réalisateurs de ces films-là. Et quand on repense au scénario de L'Arme Fatale 2, qui quand même parle de l'apartheid, qui quand même parle donc de racisme, va quand même essayer de trouver cette touche comique, mais il y a toujours ce côté très sérieux et très sombre finalement. C'est quand même une intrigue policière, donc il y a de l'action, il y a de la violence, il y a des meurtres. Et c'est vrai que donc Shane Black, foudrage,
à l'égard du milieu hollywoodien, il va en tartiner sur son script suivant, donc Le Dernier Samaritain, qui a été un script encore plus sombre que prévu, pour ne pas dire psychotique, qui donc suivra les aventures d'un détective à la ramasse dans un autre milieu corrompu à souhait, celui du football américain. Alors il va rapporter donc 2 millions de dollars à son auteur, mais c'est vrai qu'il va ressortir complètement lessivé et usé du système, parce que bien évidemment, ce film a été également retravaillé, notamment par l'exigence de 2 personnes, donc notamment Joel Silver, mais aussi Bruce Willis, qui n'était pas très d'accord sur la scène de fin, parce qu'il avait une scène de fin qui était quasiment similaire à Piège de cristal. Eh oui. Donc sauver son ex-femme, il fait ah ouais mais je l'ai déjà fait, donc après c'est respectable. Est-ce qu'il peut se comprendre la part de Bruce Willis, refaire exactement la même scène alors que lui il a aussi son plan de carrière personnel, c'est assez compliqué. Du coup, pour faire accepter ça à tout le monde, sachant qu'en plus John McTiernan et Shane Black, qui étaient potes, étaient quand même un peu concurrents sur le même. Et ils vont se retrouver juste après. Ouais. Pour Last Action Hero. Absolument. Alors là, ça, c'est toute une histoire aussi. C'est toute une histoire, oui, parce que là, Shane Black, en fait, n'arrive seulement qu'en script doctor, parce qu'il y avait déjà un scénario mis en place. Les 2 hommes donc se connaissent, s'apprécient beaucoup depuis le tournage de Predator, mais la version de Black va passer entre les mains d'une flopée d'autres de script doctor. Il va y avoir 6 script doctor pour le film. Il faut quand même le savoir que c'est vrai que Shane Black il y a quand même des subtilités dans ce film qu'on pense vraiment qu'il y a un pur style Shane Black, notamment quelques scènes comiques et quelques scènes méta, on en parlera un petit peu après dans la seconde émission, mais c'est vrai qu'en fait par exemple dans les script doctors il y avait Carrie Fisher aussi. Par exemple, oui. Voilà. Parce que Carrie Fisher était également script doctor, elle n'était pas seulement actrice. Et c'est vrai qu'il y a. C'était une des meilleures script doctors de Hollywood. Dans les années 90, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, griffe totale entre les deux. Pour la petite histoire, par exemple, donc Shane Black était script doctor, donc bien avant le tournage. Il était présent dans le tournage parce qu'il a eu la petite demande de Schwarzenegger de pouvoir venir. Et McTiernan le voyait d'un très mauvais œil de voir un script doctor durant son tournage. Et je ne dirais pas que McTiernan est paranoïaque. Il est tombé un peu pour ça, notamment à cause du FBI. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a un peu mis en travers de la gorge. Oui, bien sûr. Après, après la sortie catastrophique du film, ils se sont retrouvés. En fait, ils ont fait une sortie avec Schwarzenegger. Shane Black avait d'ailleurs dit à tous les producteurs, ce film va se casser la gueule. Ouais, c'est qu'il a fait. Mais qui est devenu culte maintenant. Il est devenu culte avec comme Le Dernier Samaritain en fait. Les films de Black sont vraiment devenus cultes. Au revoir à jamais, devenu culte aussi. Par la sortie vidéo. Grâce à par la sortie cinéma. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, oui, que l'échec de Last Action Hero, en fait, ils se sont retrouvés avec Shane Black, John McTiernan et Schwarzenegger pour boire des bières. Et au final, John McTiernan a dit que c'était de là d'où étaient parties pas mal d'idées de Die Hard 3, Une journée en enfer. Donc, quelque part, ça a été un mal pour un bien aussi. Exactement, et puis pareil pour Au revoir à jamais, c'est un mauvais timing, je dirais même, parce qu'il finalement il s'associe avec Rennie Harlin et Gina Davis, qui en fait sortaient déjà d'un film qui a plombé la société Carolco. L'île aux pirates. Donc en plus, et en fait le script de Au revoir à jamais a été acheté avant l'île aux pirates. Ouais, mais ils l'ont fait après. Et ils l'ont fait après parce qu'ils avaient déjà par contrat l'obligation de faire l'île aux pirates, qui est considérée comme une des plus grandes catastrophes. Et du coup donc Rennie Harlin et Gina Davis étaient déjà extrêmement mal vus. Ça leur a plombé la réputation et finalement ils étaient déjà considérés presque comme has-been dès que Au revoir à jamais est sorti. Donc le film est passé totalement inaperçu. Pourtant avait peut-être l'œuvre la plus respectée sur le script original de Shane Black. Donc c'est vrai qu'en fait c'est on va dire un moment tournant dans la carrière de Shane Black où il va se mettre plutôt en retrait du système, du milieu hollywoodien et du cinéma. Mais à partir de 96, pendant 10 ans, il a une traversée du désert. Ouais, presque 10 ans en fait. Mais même si ça a commencé à partir du début des années 2000, notamment c'est avec James L. Brooks, réalisateur oscarisé de Tendre Passion et qui est notamment le producteur des Simpsons. Que Black va trouver, on va dire, une âme charitable qui va devenir un peu son espèce de mentor pour le relancer. Et notamment, il va lui donner carrément un bureau dans sa propre société de production et lui dire écoute, vas-y, écris ce que tu veux et on verra par la suite. Et c'est vrai que il le dit lui-même durant une interview. Donc en 2001, j'avais le script qui deviendra plus tard Kiss Kiss Bang Bang et j'en étais plutôt satisfait. Mais en l'espace de 6 ou 7 ans, les choses avaient changé et les gens des studios me disaient on lit ça et on revient vers toi. Et une semaine plus tard, rien. Face au manque d'enthousiasme en fait des studios, qu'il cherchait modestement à réunir notamment une dizaine de millions de dollars pour produire son premier film,
Black va retourner notamment dans son carnet d'adresses. Il va retrouver notamment donc Joel Silver, l'homme qui l'a lancé à l'époque et du premier L'Arme Fatale, donc qui était le producteur. Hein. Ce qu'il faut le savoir, c'est quand même Joel Silver. Je dirais pas que c'est le penchant de Bruckheimer dans les années 90, mais pas loin, parce que donc Joel Silver, il avait notamment une liste plutôt bien fournie dans le cinéma d'action dans les années 80. On avait notamment les Die Hard. Après, il avait lancé quand même dans les années 90 Demolition Man. Et je crois qu'il avait même produit Speed Racer, donc des Wachowski. Ça va, un beau tableau de chasse. Voilà. Et donc, par fidélité, donc Silver va répondre présent. Et finalement, donc, est arrivée la première réalisation de Shane Black. Comme dirait le vieil adage, si c'est être mal servi, autant se servir par soi-même. Et donc il va même être projeté hors compétition en séance de mini au Festival de Cannes. Mais ce film a quand même une destinée assez drôle, parce que non seulement il a relancé la carrière de Shane Black, mais il a aussi complètement relancé la carrière de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Et c'est comme ça que ça a relancé Robert Downey Jr. qui a donné tout l'Iron Man, etc. Et Kiss Kiss Bang Bang. C'est quand même un film qui est pas extrêmement connu, et pourtant c'est un jalon quasiment dans l'histoire du Hollywood moderne. En plus, il a un côté extrêmement drôle et sombre, comme finalement Shane Black avait plus ou moins réussi, on va dire par inadvertance quand même, d'une certaine manière, à avoir cette fameuse patte, je dirais en gros guillemets. On trouvait tous les ingrédients qui fonctionnaient, l'humour noir, des personnages désespérés mais qui perdent jamais le sens de l'humour. Totalement. Et c'est quelque chose des personnages construits, des dialogues finement ciselés. C'est un vrai film. Non, il est bien en plus. Et en plus, c'est bien que tu parlais de Robert Downey Jr. parce que finalement, pareil, quelques années plus tard, va lui également renvoyer l'ascenseur à Shane Black et va se retrouver propulsé réalisateur de Iron Man 3 donc pour Marvel, grâce à vraiment à l'insistance de Robert Downey Jr. envers les studios pour leur dire non, s'il faut faire un 3, ce sera mon pote Shane Black et pas n'importe quel autre. Et ça marche plutôt bien, parce que le film a rapporté 1,3 milliard, il est dans les 10-15 plus gros succès du box-office mondial. Quelle que soit l'attitude artistique qu'on peut avoir envers ce film, la réussite au box-office est gigantesque. C'est vrai qu'on a du mal à voir, on va dire, ce style de Shane Black dans ce film. On en parlera un petit peu plus tard du style de Shane Black. La façon de traiter le personnage de Fu Manchu est quand même très drôle. Mais voilà, il y a ça, et il y a aussi par exemple la relation avec le gamin aussi, donc qui donne aussi cet aspect-là très marquant en fait dans sa filmographie. C'est un vrai film de Shane Black en fait. Ouais, mais j'ai toujours du mal à dire que les grosses productions sont toujours quelque chose de très proche de la vision du réal. Mais après, on retrouve toujours des prises d'otages, on retrouve le rapport avec l'enfant, la mise en dérision des personnages, même dans les moments les plus dramatiques. Au final, c'est quand même une patte de Shane Black. Et donc, grâce à cet énorme succès, ça va permettre aussi de lui relancer un autre projet qu'il avait à côté, donc The Nice Guys, 3 ans plus tard, et finalement, donc Black ne résiste pas finalement de revenir à la sirène hollywoodienne avec The Predator, mais finalement, comme tu le disais, c'est un peu la boucle bouclée, quoi. Donc il remplace McTiernan et se met finalement à la réal là-dessus. Alors après ses prochains projets, je n'ai pas trop regardé. Antoine, tu m'as dit quelque chose là-dessus, notamment. Alors d'après le célèbre site IMDb, il serait en préparation. Je ne sais pas s'il est totalement financé ou si ça va encore attendre 10 ans, mais il serait en préparation pour faire Doc Savage. Qui est un personnage, une espèce de super-héros. Personnage de BD pulp à l'américaine, donc pas de comics mais de pulp. D'ailleurs, Shane Black aussi, c'est pas anodin que dans le générique de fin de Predator, on le voit avec une BD. C'est aussi un grand aficionados de BD, de comics, donc il sait de quoi il parle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a pas dit non pour Iron Man 3. Mais et du coup, pour Doc Savage, ce serait avec The Rock, voilà, Dwayne Johnson. Donc on verra ce que ça va donner. Attention, car cet homme a un énorme cahier, un énorme calendrier, un énorme agenda, donc à prendre avec des pincettes. Ouais, c'est clair. Non, ça va être à la hollywoodienne là, ça va pas rigoler. Totalement. On verra ce qui va en sortir. Et en parlant de à la hollywoodienne, donc on va faire une petite pause BO, donc Iron Man 3, FL65, parce qu'il le fallait bien. C'est la meilleure BO de toute l'histoire des super-héros. Mais quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Les années 90, c'est le sommet de la civilisation occidentale, notamment grâce à son Eurodance. Ouais. Et c'est quand même bien mieux que n'importe quel autre morceau d'Italie. Donc on rappelle que FL65 viennent d'Italie.
Ouais, donc passons. Eh oui, après Fellini, il fait le 65. Moi, je trouve ça correct. Paolo Pasolini, il fait le 65. Donc, je suis sûr qu'il aurait adoré. Possible, c'est possible. C'est possible. Alors, donc, revenons un peu plus sur la carrière, non plus sur la carrière de Shane Black, mais sur le style Shane Black. C'est vrai qu'on en a parlé déjà un peu en filigrane par-ci par-là. On va revenir un peu plus de façon concise là-dessus. Black est surtout et avant tout reconnu finalement pour avoir sublimé le genre qu'est le buddy movies. Donc le buddy movies, c'est quoi ? Donc c'est un genre où un personnage va être associé à un autre personnage, où ils ont deux personnalités différentes, et forcément des situations rocambolesques vont faire qu'ils vont se lier d'amitié, dépasser leurs problèmes, leurs fissures et leurs faiblesses pour se sublimer à l'américaine. Exactement. Et voilà, tout c'est péter ça. autour d'eux. C'est le principe même, mais tout péter autour d'eux. Alors ça, tout péter autour d'eux, c'est parce qu'en fait, il a associé donc le genre policier tel que l'on voit dans L'Arme Fatale, tel que l'on voit dans Le Dernier Samaritain, tel que l'on voit dans Last Action Hero, même The Nice Guys, etc., etc. Alors c'est que L'Arme Fatale 1 et 2, sont vraiment peut-être même le pinacle de cette représentation-là. C'est vrai qu'il a réussi à montrer aussi quelque chose de très important dans ces films, c'est la caractérisation des personnages. Il a vraiment quelque chose réussi à développer des personnages qui sont autocritiques d'eux-mêmes, ou par exemple aussi dans une situation de dépression, sont des personnages complètement brisés, qui vont donc se retrouver dans une situation où ils sont dans un lieu qui leur est complètement étranger, qui leur est complètement différent. On a donc par exemple dans L'Arme Fatale, d'un côté on a Riggs, donc ce personnage brisé, suicidaire, qui se retrouve dans un milieu caractérisé de banlieue pavillonnaire très propre, très bien sur elle-même, alors que lui habite dans un mobile-home à l'écart de la civilisation près de la plage. Joué par Mel Gibson. Oui. Et donc de l'autre côté, il y a l'inspecteur donc Murtaugh, donc qui est Danny Glover, qui est pas loin de la retraite, donc lui qui a une vie de famille, il est bien posé. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette confrontation-là, et finalement donc va arriver une situation où finalement le calme de cette banlieue va péter en fait. Et donc on va faire appel au personnage de Riggs pour régler la situation, parce que finalement, on va dire en gros guillemets, seul un monstre peut régler le cas d'autres monstres. Parce que finalement, Shane Black le dit lui-même lors d'une interview, c'est que finalement Riggs, c'est un pendant de Frankenstein en fait. C'est une créature finalement qui n'a plus lieu d'être dans cet environnement-là, et on va lui demander en fait pas mal de situations, pas mal de choses auxquelles il adhère finalement par sa bestialité. Quelque part, c'est Supérieur espère qu'il crèvera pendant la mission, quoi. Ouais. C'est une espèce de mouchoir jetable. C'est là où Shane Black a frappé un grand coup, c'est de mettre ce déchet en avant, d'en faire un héros, donc un anti-héros. Et surtout de lui donner énormément d'acidité. C'est très ironique, c'est sale, c'est acide, très mordant. Les dialogues sont vraiment ciselés. C'est quelque chose qui le caractérise énormément. Parce que c'est la force aussi de ce film, c'est le choc entre les deux mondes. Et chose qu'arrive aussi à faire un peu aussi d'une certaine manière Michael Kamen pendant sa musique, associé à Eric Clapton aussi, d'avoir cette association entre la guitare et notamment les sons de cuivre, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important, je trouve. Et ça, c'est parce qu'on le revoit avec son background de cinéphile, quoi. Parce qu'il va s'inspirer du pulp, il va s'inspirer, comme on le disait, notamment de plusieurs auteurs de ce milieu-là. Mais c'est surtout, en fait, le roman policier qui façonne son style, en fait. Il y a toujours une enquête, il y a toujours un développement, il y a toujours une situation, un retournement de situation, et le genre de conclusion auquel on attend ou pas. Et moi, ça me fait beaucoup penser Shane Black me fait penser à des personnages comme John Ford ou Howard Hawks, qui eux aussi faisaient des films, ils les écrivaient pas eux-mêmes, en tout cas ils étaient toujours à côté de scénaristes, mais ils faisaient toujours des films populaires. À aucun moment, aucun d'entre eux ne se prétendait être un grand intellectuel ou voulait changer la face de la littérature ou du cinéma, et pourtant c'était des intellos ces gars-là. Shane Black est un intello, et du coup il travaille... C'est des gens qui ont tout lu, qui ont lu infiniment plus que nous et qui veulent rester populaires. Par exemple, Riggs, c'est un personnage qui peut très facilement être dans un John Ford, dans un des derniers John Ford, où il accepte sans broncher que finalement la conquête de l'Ouest est terminée, qu'il n'y a plus rien à faire. Exactement, oui, on sent un peu une espèce de John Wayne fatigué avant l'heure et encore plus amer qu'un John Wayne, encore plus amer qu'un Victor McLaglen. Il n'a plus rien, il est déraciné de tout en fait. C'est ça. Il est déraciné socialement, il est déraciné
amoureusement aussi, donc forcément il y a quelque chose aussi qui le brise de tout ce qui l'entoure. Donc c'est un personnage de western s'entend trop tard, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que là, il y a de ça. Chez Shane Black a parfaitement compris comment mettre ces personnages désespérés pour sortir des situations encore plus désespérées, tout en gardant de l'humour. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec les films d'action, on n'avait pas du tout cette amertume qu'on retrouve chez Shane Black. Et en tant que réalisateur, je trouve que Shane Black est très intéressant parce que finalement, d'ailleurs, il l'avoue lui-même, c'est que pour être réalisateur, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé beaucoup de films, mais énormément beaucoup. Donc, il a surtout regardé les films de Fincher et de Ridley Scott. Ouais. Il faisait limite du découpage technique de ces films. Et même Prometheus? Ouais, je sais pas. Ça, après, à mon avis, l'interview date d'avant Prometheus. On va le dire comme ça. Date d'avant Prometheus parce que je crois qu'elle datait d'avant Iron Man 3 et notamment pour Kiss Kiss Bang Bang et parce que il était beaucoup plus vieux, attention. Et c'est vrai que dans cette interview-là, il explique aussi l'importance des commentaires audio dans les DVD parce que finalement on apprend beaucoup de choses sur comment même faire un film, comment le tournage se déroule et comment aussi on se fait pas trop péter par les producteurs derrière. Disons après Shane Black s'est mis à la réalisation en 2006, il a vendu son premier script en 83. Ça faisait 23 ans que le bonhomme était parfaitement conscient du milieu, il connaît les tournages. Il connaît les tournages, il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, il sait comment il s'est fait entuber avant, et quand il a fait Kiss Kiss Bang Bang, c'est vrai qu'il a il a senti qu'il avait un créneau de liberté et en même temps de conscience d'auto-censure. Et c'est pour ça que ça marche bien. Ouais, il a trouvé un bon équilibre. C'est ça. Et dès son premier film, finalement, chose que l'on pouvait voir aussi avec l'écriture de ses précédents, c'est vrai que son premier film, en fait, il y a ce côté où il aime jouer avec son spectateur. Donc, il a toujours ce côté méta. Et méta avant l'heure, parce que finalement, il est arrivé avant Tarantino, quoi. Donc, il faut quand même le signaler. Et il joue avec ce public en proposant, très souvent une histoire classique, mais il la déstructure par des possibilités innées au médium du cinéma. Donc par exemple le traitement de la voix off, chose que l'on voit par exemple dans Kiss Kiss Bang Bang, l'arrêt sur image, la même chose, et aussi le travail du flashback par exemple. Notamment, par exemple, quand il y a l'association de rencontres avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer, forcément, il y a quelques séquences de flashback pour caractériser ces personnages. Et par exemple, comment le personnage de Robert Downey Jr. dans ce film a ce côté tellement Shane Black, mais dès le départ, c'est donc un cambrioleur à la sauvette qui est vraiment très mauvais, on va dire ça comme ça, avec un associé. Son associé se prend une balle dans la jambe, donc est arrêté par les flics. Lui court, passe par une porte et se retrouve à un casting et se retrouve accepté de tourner dans une série. Et donc va être associé à un véritable détective pour connaître les ficelles du métier. Et entre-temps, donc va retrouver son amour d'enfance, son amour caché d'enfance, et donc va l'aider à retrouver ce qui s'est passé dans le meurtre de sa sœur. Donc il y a vraiment, c'est en 2 temps 3 mouvements, on a déjà un plot mis en place, quoi. Bah oui, c'est vrai que l'action est mise en place, la présentation des personnages se fait en quelques instants, on comprend exactement d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, qui il est, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que pour un spectateur, c'est primordial. Parce que après le film peut se dérouler, on sait exactement comment le personnage peut réagir et on peut s'identifier à lui très très facilement. Et on peut s'identifier quand on voit par exemple le personnage de Riggs qui est suicidaire, qui est amer tout le temps, on s'accroche à lui, on s'attache à lui, on s'identifie à lui, alors qu'en temps normal, c'était impossible de s'identifier à un personnage comme ça. C'est là où Shane Black a été très très fort aussi, et c'est là où on voit qu'il a des vrais talents d'écriture. Il a vendu son premier script à 22 ou 23 ans, mais on ne sait pas en combien de temps il a écrit ce script, mais on sent que c'est quand même des personnages, des archétypes qu'il a longuement ruminés, qu'il a beaucoup écrit, réécrit, et pour les suivants, L'Arme Fatale 2, Bon Samaritain, sont souvent des archétypes qui lui sont propres, qui sont très souvent réécrits, avec souvent des mêmes scènes, mais qui sont toujours un peu approfondis. C'est un peu, il a une forme de maniaquerie aussi, Shane Black. Il a des tics, des psychoses qui remet dans quasiment tous ses films, mais qu'il arrive toujours à approfondir d'une manière un peu différente à chaque fois. Et c'est là où ce type a un vrai talent. Oui, comme on peut le voir notamment dans les dialogues qu'il écrit, parce que finalement les dialogues ce n'est pas la véritable, c'est peut-être la seule touche comique qu'il avait laissée à la base dans ses films, parce qu'il y a des réponses on va dire assez cinglantes qui sont rapidement devenues cultes et qui devient totalement sa marque de fabrique. Par exemple, L'Arme Fatale, l'un des plus connus, c'est je suis trop vieux pour ces conneries, quoi.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est là. C'est vraiment, en fait, il y a déjà elle revient tout le temps. C'est ce côté, ce comic relief aussi qu'il arrive à mettre en place. C'est son gimmick. Et mais par exemple, il y a d'autres personnages comiques qui n'étaient pas totalement des personnages totalement Shane Blackiens. Le personnage de Joe Pesci dans le 2, il devait apparaître que durant une scène voire deux. Et finalement, c'est devenu un personnage comique en plus qui a été instauré dans le 2 pour rallonger cet aspect humour en fait. Et édulcorer un peu cette violence qu'il avait mis en place, quoi. Mais c'est là où on voit que un peu les griffes de Hollywood qui dit ah très bien ton Arme Fatale 1, très bien, en temps on va faire des suites, mais comme on voit que les spectateurs ont plutôt bien rigolé, on va passer en mode full comédie, on va effacer un peu le noir, on pourra récupérer des adolescents et plus de familles, et comme ça on se fera encore plus de thunes. Donc évidemment quand un auteur voit ça, il hurle, il dit qu'est-ce que vous avez fait à mon bébé? C'est ce qui peut se comprendre, mais après oui c'est le système hollywoodien, et Shane Black aussi a ce sens du dialogue qui rentre parfaitement. Aujourd'hui on adore appeler ça punchline, mais c'est pas réellement des punchlines avec Shane Black. Non, c'est pas la recherche du bon mot un peu beauf qui va taper, c'est plus fin que ça, c'est des vrais dialogues. C'est surtout en fait c'est plutôt de la caractérisation, tu vois, de personnages, je trouve. C'est-à-dire un qui a vraiment ce côté presque sérieux, et l'autre va forcément aller beaucoup plus loin dans cette situation, va toujours avoir des aspects beaucoup plus je dirais presque, comment dire, ridicule, mais d'une certaine manière si. Et ça, je trouve que ça se revoit parfaitement, peut-être c'est pour ma part peut-être la quintessence de sa filmographie, c'est son dernier, The Nice Guys. Oui. Donc en plus avec cette association absolument improbable entre son avant-dernier. En avant-dernier, oui. Oui, j'ai oublié Predator. Le Predator, c'est autre chose. Oui. Et là, il y a vraiment la quintessence en fait du buddy movies tel qu'il a réussi à le retranscrire avant, ou avec cette association totalement improbable entre Ryan Gosling et Russell Crowe, où là on a finalement qui marche du tonnerre. Il est extraordinaire ce film. Et en fait, ça montre à quel point il a un potentiel comique immense, Ryan Gosling. Ah oui. J'ai jamais eu autant de fou rire sur certaines scènes à cause de lui, quoi. Donc c'est absolument merveilleux. Et c'est un film, je trouve, qui réussit à chérir autant l'héritage que propose Shane Black déjà, et le transcender en fait pour en faire une œuvre ultra moderne. La façon dont il arrive à représenter notamment par exemple la relation père-fils aussi, père-fille pardon, et notamment aussi cet aspect de on a toujours cette volonté de revenir à l'ancienne. On voit beaucoup de films qui reviennent sur la période des années 60-70. Tarantino vient de le faire également avec Once Upon a Time in Hollywood. Lui, il vient de le faire, mais en plus, il a ce côté encore plus cynique pour montrer que à l'époque d'Hollywood, c'était déjà pollué, c'était déjà corrompu, il y avait déjà autant de merde qu'avant, et il n'hésite pas à en balancer des caisses à mort, quoi. Je me souviens d'une scène qui est quand même assez extraordinaire dans The Nice Guys où il se frotte avec des méchants, ça tire à balles réelles, et il y a sa fille qui est dans le coin et elle supplie son père de pas tuer le type. Ouais. Bon, son père le tue quand même le type, mais il trouve une excuse pour dire non, il m'a cherché des noises, alors que c'est juste quelque chose de sale. Il aurait pu ne pas le tuer, mais il voulait le buter. Et malgré les suppliques de sa fille, qui est pas consciente que son père est devenu par ce fait un véritable meurtrier, il est passé outre. Et c'est là on voit quand même que ce type, il est très amer. Il est sale, Shane Black. Tout à l'heure, on parlait du potentiel comique des personnages. Mais là où Shane Black est très bon, c'est que dans beaucoup de films un peu plus ratés, on aurait mis un véritable clown pour jouer le rôle de tel ou tel personnage au potentiel comique. Mais lui, Shane Black, ce qu'il en fait, c'est pas du tout un clown, bien au contraire, c'est le type le plus désabusé. Et c'est justement cet humour qui lui permet de passer outre son désespoir pour se frotter à la société et parce qu'il arrive toujours à très bien développer le background des personnages, en fait. C'est ça. Et c'est là où, effectivement, ce type a un talent à défendre à Hollywood qui est quasiment unique. Totalement. Pour le coup, on va faire une petite pause BO. Donc, The Nice Guys, Papa Was a Rolling Stones, des Temptations. Et voilà, avec un son tout groovy, donc on est bien dans Los Angeles des années 70 avec ce morceau, car oui, donc The Nice Guys, et la représentation plus ou moins, on va dire, très, très représentative du Los Angeles de l'époque. Alors, un Los Angeles plein d'amour. Plein d'amour et de pollution. Oui. Du coup, donc on va faire un petit tour de table. Quel film ou scénario de Shane Black on préfère le plus ? Et du coup, tu veux que je commence, Antoine ? C'est ça que commence. Je pense que mes choix compléteront les tiens. Ce serait plus malin. C'est vrai que moi, j'ai déjà dit plutôt dans l'émission donc que The Nice Guys est vraiment, pour ma part, je trouve un peu la quintessence de ce qu'est le travail de Shane Black, en fait.
Et c'est pour ça que je vais en parler encore un peu. Film absolument merveilleux, et d'ailleurs qui montre à quel point le potentiel comique de Ryan Gosling est plutôt phénoménal en fait, et qui devrait en faire plus. Et non, je trouve que ce film est absolument génial, avec son scénar qui va assez loin en fait finalement, qui va vraiment toujours travailler sur ce côté conspiration derrière, longue enquête, la mise en place de second rôles qui en fait ont une véritable importance, une relation je trouve absolument tendre et merveilleuse entre un père et une fille, le personnage aussi de Russell Crowe qui pareil a ce côté un peu comme à la Riggs ou à la presque à la Robert Downey Jr. dans Kiss Kiss Bang Bang, c'est-à-dire ce personnage qui a déjà vécu pas mal de choses, qui est un peu désabusé et qui finalement trouve plus ou moins une espèce de rédemption, même si c'en est pas vraiment une. Il y a ce côté-là en fait qui est très intéressant dans ce film, et que je trouve absolument merveilleux, parce que finalement on voit tout le travail de Shane Black à travers les... J'ai l'impression que ça a été un film qui a été affiné pendant 10-20 ans en fait, qui avait quelque chose de tiens, je vais rajouter ça, je vais représenter en fait finalement une histoire entre une famille qui est en train de se décomposer de l'autre côté, parce que finalement à travers la révélation de l'enquête on comprend qu'il y a une conspiration à travers une entreprise, et donc qu'il y a une révélation qui a été acquise donc par un des personnages de la famille qui est désavoué par l'autre, qui est pareil. Donc je trouve ça très intéressant, très cool, et c'est vrai que The Nice Guys, je trouve que c'est un film qui a réussi à autant représenter merveilleusement les années 70 dans ce film, mais qui arrive aussi d'une certaine manière, même à la réalisation, de donner quelque chose de presque de postmoderne et de méta, tout en gardant ce style-là en fait. Ce qui est très rare, hein. Je trouve que c'est très rare. C'est quand même rare de voir un auteur Hollywood, et Shane Black est un véritable auteur Hollywood, d'avoir une telle maîtrise à la fois du scénario et de la réalisation, et de pouvoir allier les deux avec la liberté qu'il a voulu, les acteurs qu'il a voulu, et ils sont tous les deux très bons, les acteurs. Je le trouve extrêmement intéressant, par exemple, de mater juste après aussi, que je choisirais, c'est le premier L'Arme Fatale, forcément, parce que finalement c'est un film qui a été très peu d'ailleurs dans l'histoire retouché chez Shane Black, hein. Et c'est vrai que je trouve que c'est un film qui est tellement intéressant sur la façon dont on va reprendre un certain personnage qui est, je dirais pas un anti-héros d'une certaine manière, même si ça l'est complètement. On retrouve finalement un personnage qui aurait pu être tellement dans un film du nouvel Hollywood du début des années 70, avec une fin absolument terrible, un film très premier degré où il y aurait eu des morts, et finalement c'est un film qui arrive à s'assimiler dans le système de production hollywoodien des années 80 post Les Dents de la Mer, et qui marche à la perfection en fait. C'est un vrai film charnière qui fait parfaitement la synthèse de ce qu'on a pu voir au Nouvel Hollywood avec les Taxi Drivers, etc. Et en même temps de s'insérer dans les années 90, un Hollywood qui est beaucoup plus décontracté, plus incisif aussi. Il arrive avec ses années 80 à très bien mélanger les deux, quoi. C'est vraiment le parangon des années 80. C'est ça, c'est absolument ça, quoi. C'est pour ça que c'est aussi un film que je garde forcément, parce que c'est pas un film que j'ai regardé genre 5-6 fois, mais c'est aussi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans la façon de faire. Et d'ailleurs, on peut en parler ici également, c'est qu'en termes de réal, Shane Black, en termes de direction d'acteur, il s'en sort très très bien. Ça, il faut quand même le signaler. D'ailleurs, il prend pas des manches non plus d'un certain côté, parce que quand on le voit dans le premier Kiss Kiss Bang Bang, on a Robert Downey Jr. qui a cette volonté de relancer sa carrière, donc il est extrêmement motivé. On a Val Kilmer aussi qui était dans une pente ultra descendante, et aussi il a envie de montrer son potentiel, et du coup d'une certaine manière un potentiel comique qu'on n'imaginait pas. Et de l'autre côté on voit donc The Nice Guys où Shane Black s'en sort avec déjà Russell Crowe qui commençait à devenir Russell Crowe. Ouais, voilà, et puis surtout les grosses sirènes derrière. J'ai fait Iron Man 3, et donc il a réussi à avoir des acteurs très confirmés comme Ryan Gosling, et qui s'en sort très très bien là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Et The Predator, je me rappelle plus très bien, je vais être honnête. The Predator, je pense qu'il y a eu des gros problèmes de production et qu'il n'a pas pu faire vraiment ce qu'il voulait. Ouais, je pense, oui. Et toi, Antoine? Moi, justement, en parlant de pas faire exactement ce qu'on voulait, j'ai pris exactement deux exemples un peu inverses où
où Shane Black n'avait pas totalement la main, mais pour montrer qu'il gardait quand même un véritable style. Le premier, c'est Last Action Hero, dont on parlait tout à l'heure, qui a été énormément décrié à son époque. C'était quasiment le premier flop de Schwarzenegger, alors que le film était bâti pour il était l'un des plus chers de Hollywood. Il a coûté extrêmement cher. Il était censé casser la baraque. Et au final, il s'est complètement pété la gueule parce que au début, Shane Black revenait avec un scénario qu'il trouvait intéressant mais moyen. Il l'a écrit avec un pote pour en faire un truc qui, d'après lui, était super. Et il a été encore repris derrière des scripts doctorés partout. Il y a eu des problèmes encore de production, mais ce film, malgré la catastrophe qu'il a été au box-office, aujourd'hui est culte, aujourd'hui il se regarde, on le trouve fantastique. Moi je le trouve fantastique ce film, c'est une mise en abîme de Hollywood, du cinéma, c'est un qui film est extraordinaire. Extrêmement méta d'ailleurs là-dessus. Et d'ailleurs, on peut retrouver certaines subtilités de Shane Black, par exemple, je trouve que c'est très marrant la façon dont le personnage de Schwarzenegger, donc qui va arriver dans le vrai monde et va essayer de faire comme dans le monde hollywoodien. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va péter une vitre, il va faire merde, je saigne. Bah oui, en fait, oui, forcément tu saignes parce que t'es dans la vraie vie. Quoi. Il tire sur une bagnole pour la faire exploser, il est pas content parce que la bagnole n'explose pas. T'es quoi, comment? Tu vois, ces éléments-là. C'est tellement typique que c'est forcément Shane Black qui l'a écrit. Il est pas du tout impossible que ce soit Shane Black, mais disons que quand il s'occupe d'un scénario, c'est quasiment impossible de faire une catastrophe artistique. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet exemple de Last Action Hero pour montrer qu'il y a, même si tu fais n'importe quoi avec ces scripts, t'en tires toujours suffisamment pour faire un peu quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, le deuxième film que je voulais prendre, c'est un petit peu différent, c'est Iron Man 3, qui est ancré dans la tradition marvelienne du cinéma d'action, qui a un cahier des charges à respecter, des méchants, les explosions, un maximum d'effets spéciaux, une progression des personnages qui est toujours un peu archétypale et très manichéenne aussi. Très manichéenne. Il avait un cahier des charges à respecter, mais même à travers ce cahier des charges, quand on voit comment il s'occupe du personnage de Fu Manchu, qui est un foutage de gueule absolu, on se demande du mandarin, pardon. Mais bon, c'est l'équivalent du Fu Manchu, c'est. Exact, oui, pardon. Tout à fait. Et pareil, le rapport avec le gamin c'est quand même, il s'engueule énormément, quoi. C'est pas du tout un truc à l'eau de rose où il rencontre un gamin qui va changer sa vie. Non, il s'engueule, il abandonne à moitié et c'est jamais vraiment réparé. C'est jamais quelque chose qui est parfaitement complet à la fin du film. Il se retrouve et tout le monde est content. Non, il faut des blessures pour grandir. Et j'ai l'impression que cette scène, notamment quand Iron Man répare son armure notamment, et puis que le gamin, en fait, il a ce rapprochement avec le gamin, c'est vraiment presque de mentor à père-fils comme ça, qui arrive un peu, pas de façon abrupte, mais qui arrive un peu de façon comment dire, un peu à la va-vite, quoi. Ouais. Et un peu abrupt, un peu impromptu, voilà. Et c'est vrai que il y a ce côté très très intéressant, parce que finalement on a l'impression que tiens, Shane Black, est-ce qu'il est en train de refaire un peu du Shane Black comme on a pu par exemple le voir dans certains de ses scénarios? Est-ce qu'il est en train de refaire, de passer un message comme dans Last Action Hero? Et en fait il va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va dire non mais le gosse, tu vas me l'abandonner, puis t'as Robert De Niro qui fait comme ça, puis il s'en va. Il fait la gueule comme ça, puis après il fait la gueule. Et d'ailleurs, c'est quand même ce gamin dans l'univers Marvel est devenu un petit peu culte. Et d'ailleurs, pendant l'enterrement de Iron Man, c'est vrai qu'on le voit. Oui. Désolé pour les spoilers, mais en fait, on voit le gamin et au final, c'est le seul personnage non super-héros qui apparaît et qui est resté. Et du coup, c'est très subtil. Je trouve ça bien amené, quoi. Du coup, c'est bien amené. C'est là, on voit encore une fois que Shane Black a quand même cette force, cette force de l'auteur qui arrive à travers les plus gros blockbusters qui pourtant laissent pas toujours beaucoup de place à du cinéma indépendant, à essayer de créer des personnages vraiment compliqués. Il y a un cahier des charges. Ce que je peux comprendre, ils doivent rentrer dans leurs frais, ils ont un cahier des charges, point barre, tu fais avec. Mais lui, il arrive quand même à rajouter plein de petites fioritures autour, à approfondir ses personnages quoi qu'il arrive, à mettre Eiffel 65, Dabedi Dabeda au début de son film. Et c'est vrai dans quel monde c'est possible? C'est vrai qu'il aime beaucoup jouer là-dessus sur le côté festif, parce que Shane Black, d'ailleurs, dans la plupart des films qu'il a écrits, se déroulent un peu à Noël aussi. Il y a toujours des histoires qui se déroulent près de Noël. Très souvent à Noël. Chaque fois, donc il aime bien jouer sur le côté tout le monde est un peu heureux, puis il y a cette cassure dans l'histoire, parce qu'il faut mettre en place l'action, il faut mettre en place l'intrigue, et aussi surtout forcément il y a ce côté c'est le nouvel an et compagnie. Et c'est vrai que Shane Black était un peu réputé également pour faire des bonnes soirées Halloween, et je pense que ça revient peut-être un peu là-dessus. Il y a 5 ou 6 films qui se passent à Noël, je sais plus, l'Alarme fatale, je crois, on reverra jamais, c'est pendant Noël. Ouais.
etc. Mais du coup, on retrouve dans quasiment tous ces films blockbusters ratés, réussis, une patte. Oui, forcément. Et c'est pour ça que Shane Black, pour moi, est un grand auteur à Hollywood. Totalement. Et pour le coup, donc, on va s'arrêter l'émission avec un morceau de L'Arme Fatale et aussi du regretté Michael Kamen et Eric Clapton aussi. C'est vrai qu'il a composé dedans. Donc pour le coup, merci Antoine, merci Cyril à la régie. Merci. Et à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org